à l'internet. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de meurtre irrésolu ou genre semi-résolu. C'est vraiment une histoire super intéressante qu'on parle beaucoup ces temps-ci, même si ça a eu lieu dans les années 2000. On en parle beaucoup parce qu'il y a un nouveau documentaire, en fait une série documentaire qui est sortie sur Netflix qui s'appelle The Staircase. C'est super intéressant et je vous conseille beaucoup d'écouter. Et en écoutant la série The Staircase, qui est financée d'ailleurs par Michael Peterson, tu vas avoir vraiment une opinion précise. Et là, quand tu vas regarder ma vidéo, peut-être que ton opinion va changer. Si tu n'as pas vu la série, puis tu regardes juste ma vidéo, tu vas avoir une autre opinion. En tout cas, c'est vraiment un cas spécial parce que les gens sont vraiment divisés de si la personne le fait ou non. Je vous recommande d'aller vous chercher peut-être un petit café parce que ça va être une longue vidéo. Je dis un café, mais ça peut être une coupe de vin, ça peut être une bière. Je pense que c'est plus le fun. Et restez là, attentifs parce qu'il y a beaucoup de détails. J'espère que vous allez aimer. Cette fois-ci, je vais commencer différemment de mes autres vidéos. Normalement, je vous parle de la personne avant de l'événement. Mais cette fois-ci, je vais vous faire écouter l'appel 911 que Michael Peterson a fait. Écoutez bien ça. Durham 911, where's your emergency? 1810 Cedar Street, please. What's wrong? My wife's had an accident. She's still breathing. What kind of accident? Down on the stairs. She's still breathing. Please come. Is she conscious? What? Is she conscious? No, she's not conscious. Okay, Please. how many stairs did you What? fall down? Huh? How many stairs? Stairs. How many stairs? Calm down, sir. Calm down. No, 15, 20, I don't know. Please, get somebody here right away. Please. Okay, somebody's dispatching the ambulance while I ask you questions. Pour commencer, je vais vous parler de Michael Peterson, qui était dans la soixantaine environ quand l'incident est arrivé. Michael Peterson est né en 1943 à Nashville, aux États-Unis. Il provenait d'une famille d'immigrants de l'Australie. Il a étudié les sciences politiques à l'université de Duke, qui est une très bonne université de l'Ivy League. Là. C'est quand même une université assez chère. À l'université, c'est un gars super populaire. Là. Il y avait vraiment tout pour lui. C'était le président de sa fraternité. Vous savez, aux États-Unis, il y a des frat house. C'était le président. Il était aussi éditeur du journal The Chronicle, que c'était le journal de son université. Que ça aussi, là, ceux qui écoutent Gilmore Girls, vous savez comment c'est un big deal être éditeur à l'université. Il réussissait très bien. Quand il s'est diplômé de l'université, il s'est trouvé un emploi dans le département de la défense américaine pour aider avec la guerre du Vietnam. Et en 1965, Michael Peterson s'est marié avec une femme du nom de Patricia Sue, qui était américaine et qui enseignait à l'école primaire sur une base militaire en Allemagne. Patricia et Michael ont eu 2 garçons, Clayton et Todd. Suivez bien la famille, là, ça devient très mélangé. En 1968, Michael s'est enrôlé dans l'armée pour aller au Vietnam. Et en 1971, il a été retiré de l'armée à cause d'un accident de voiture. Donc, il a été indemnisé à cause de sa blessure. D'ailleurs, par rapport à son temps dans l'armée, je vais vous raconter quelque chose. C'est pas si important pour l'histoire, mais ça vous dépeint qui est Michael Peterson. Ça vous donne une idée du personnage. OK. Donc, Michael Peterson a dit que à cause de son temps dans l'armée, il y a eu une étoile de bronze, une étoile argent et 2 cœurs violets. Et ça, c'est comme des badges là, que tu mets ici et chacun a un titre particulier. Chacune de ces médailles sont données par le président américain. C'est assez honorifique. Ça veut dire quelque chose. Et c'est une grosse cérémonie, là, la remise de ces sortes de médailles d'épingle. Un peu plus tard dans sa vie, Michael Peterson s'est présenté pour être maire. Donc, pendant sa course à la mairie, il a déclaré, lui, avoir tous ses badges. Okay? Il a dit avoir reçu 2 cœurs violets. Il dit que l'un des cœurs violets, il l'avait reçu parce qu'il avait été blessé parce que durant la guerre au Vietnam, un de ses amis a pilé sur un champ de mine et Michael se serait fait blesser par un éclat d'obus. Et le deuxième cœur violet, il dit l'avoir reçu parce qu'il aurait été tiré dessus par un fusil. Et bon, c'est ça, les cœurs violets, c'est à cause de des blessures. Mais en fait, plus tard, il y a des journalistes qui ont découvert que c'était faux, que le premier cœur violet,
c'était pas à cause d'un éclat d'obus, c'est à cause qu'il a fait un accident d'auto. Il est assis dans sa voiture au Japon, puis il s'est blessé là. Donc ça n'a rien à voir avec un champ de mine. Et le deuxième cœur, il n'y a aucun papier qui l'aurait reçu. Fait qu'on se demande si c'est vrai, parce que toutes ces remises de badges sont enregistrées, puis il y a des archives de tout ça. Mais pour le deuxième cœur violet, il n'y a aucune archive. Fait que pourquoi il aurait menti sur ça, c'est assez étrange. On n'a pas d'explication à ça. Encore là, ça change pas grand-chose dans l'histoire, mais ça vous donne une idée de la personne, parce que des soldats, là, c'est comme... c'est sacré. Tu peux pas inventer des blessures, tu peux pas inventer des badges, c'est quelque chose de sacré. Si vous connaissez des soldats, vous savez de quoi je parle. L'honneur, c'est quelque chose d'important. Donc, Michael, sa femme Patricia et leurs deux enfants Clayton et Todd ont vécu quand même un petit bout de temps en Allemagne sur la base militaire. Il y avait un couple d'amis qui étaient aussi américains, c'était des voisins où ils habitaient très très proches, Elizabeth et George Radcliffe. Et quand tu vis dans un pays étranger, tu as comme tendance à te lier d'amitié avec des gens qui parlent ta langue maternelle ou qui ont la même culture. Fait qu'on comprend qu'ils se soient fait amis avec d'autres Américains quand ils sont en Allemagne. Le couple George et Elizabeth avaient deux enfants, donc Martha et Margaret. Et George est mort assez jeune. Donc Elizabeth s'est comme ramassée toute seule avec deux jeunes enfants à sa charge. Donc évidemment, Michael et Patricia l'ont vraiment aidé avec ses deux filles. Ils sont devenus comme inséparables les trois. Et surtout, Elizabeth et Patricia là, étaient vraiment, vraiment proches. Et en 1985, Elizabeth Radcliffe est morte d'une façon très douteuse. On va y revenir plus tard. Mais ouais, c'est pas une façon de mourir assez commune, si on veut. Donc les deux petites filles, Martha et Margaret, se sont ramassées orphelines. Donc c'est Michael et Patricia qui sont devenus comme les tuteurs officiels. Les filles étaient très très jeunes, là, c'était des bébés encore. Je pense que même qu'ils ont adopté légalement les deux filles. Fait que là, ils étaient rendus, en passant d'une famille de 4, ils sont rendus à une famille de 6. En 1987, Michael et Patricia se sont divorcés. Alors Patricia est restée en Allemagne avec ses deux fils, Clayton et Todd. Et Michael, lui, a décidé de retourner aux États-Unis, dans la ville de Durham, en Caroline du Nord, avec ses deux filles adoptives, ses deux filles, Margaret et Martha. Pas longtemps après, les deux garçons ont décidé d'aller rejoindre leur père aux États-Unis, je pense pour les études ou quelque chose comme ça. Je sais que je passe beaucoup de temps à parler des familles, mais c'est assez important. Rendu aux États-Unis, Michael Peterson est devenu écrivain. Il a écrit 3 romans qui avaient tous un peu rapport avec la guerre au Vietnam. Et il était aussi journaliste, il écrivait beaucoup d'articles dans le journal. Ces articles étaient concentrés sur la police de Durham, la ville où il vit. Donc il critiquait beaucoup la police, les avocats, les politiciens de cet endroit. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est présenté un peu plus tard pour être maire. En 1989, donc 2 ans après son divorce, Michael rencontre une nouvelle femme du nom de Kathleen Atwater, qui était une femme d'affaires extrêmement intelligente et qui avait beaucoup de succès. Kathleen Atwater est née en 1953 en Caroline du Nord, donc elle avait 10 ans de moins que Michael. C'était une femme vraiment brillante. Elle aussi, elle a étudié à l'université de Duke, mais genre 10 ans après, donc ils se sont pas rencontrés avant. Et à ce que j'ai compris, c'était comme la première femme à entrer dans le programme d'ingénieur à l'université de Duke, dans la spécialité qu'elle étudiait. C'était une femme extraordinaire, là, vraiment. Elle s'est diplômée de l'université. Elle a fait sa maîtrise en génie chimique. Et ensuite, elle s'est mariée avec un homme du nom de Fred Atwater. Ils ont eu une fille ensemble qui s'appelle Caitlin. Et plus tard, ils se sont divorcés. Tout de suite, quand Michael et Kathleen se sont rencontrés, c'était l'amour fou. Les deux, ce sont des gens très brillant, très intellectuel, fait que ça l'a tout de suite cliqué. Et ça n'a pas été long que Michael ait déménagé chez Kathleen, qui vivait dans un manoir. C'était une extrêmement grosse maison qui avait 14 chambres. C'est quand même quelque chose. Fait que évidemment, Kathleen ne voulait pas se départir de sa maison. Elle l'adorait. Et Michael aussi adorait cette maison-là. Donc, ils ont comme formé leur nid familial à cet endroit avec Caitlin, la fille de Kathleen, les 2 garçons et les 2 autres filles adoptives. Donc, c'était vraiment une grosse famille de 7 personnes. À ce que j'ai compris, Kathleen faisait beaucoup d'argent. Elle gagnait environ 150 000 $ par année. Fait que c'est Michael qui dépendait comme plus d'elle qu'elle dépendait de lui. En 1997, le couple s'est marié et je vous dis, là, c'était vraiment la belle vie parfaite. Le couple Kathleen et Michael, ils s'entendaient super bien, ils riaient ensemble, il y avait des longues discussions.
C'était un couple modèle, là, vraiment. Jusqu'à ce que l'événement catastrophique arrive. Le 8 décembre 2001, Kathleen et Michael sont seuls à la maison. J'imagine que les enfants sont sortis. Donc, ils se font un bon petit souper tranquille et ils vont terminer leur bouteille de vin à l'extérieur, près de la piscine. Il fait assez froid, il fait 15 degrés Celsius, mais c'est pas le Québec, là. 15 degrés le soir, c'est frais, mais t'es quand même capable d'être dehors. Vers 11h du soir, Kathleen décide de rentrer parce que là, ça commence à faire froid et elle attend un email important d'une collègue qu'elle veut lire avant d'aller dormir. Donc, elle entre, elle monte au 2e étage pour se servir de l'ordinateur de Michael, chose qu'elle ne faisait jamais. Elle se servait jamais de l'ordinateur de Michael, mais cette fois-ci, je sais pas pourquoi, elle s'en est servie. Michael, lui, décide de rester encore un petit peu plus longtemps dehors et vers 2h30 du matin, il décide de rentrer pour se coucher. And then what we would usually do on a nice night, we would go down to the pool, which I always, think is about the nicest place on the property. We were both right here. And, the dogs would come over, and we were just talking and finishing our drinks, and she started walking out that way. And I stayed right here. Don't think anything special to her, certainly not thinking this is the last time I'm going to see her. Je trouve ça assez bizarre que sa femme est rentrée à 11h. Qu'est-ce qu'il faisait 3 heures de temps dehors, seul, au froid? Sa bouteille de vin, il a dû la terminer en 3 heures. Là. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est pas comme s'il y avait son cellulaire dehors parce qu'il n'y en avait pas de cellulaire, ou presque pas. Il n'y avait pas de livre avec lui. C'est ça que je trouve bizarre. Qu'est-ce qu'il faisait la nuit toute seule dehors? Mais bon, il rentre chez lui et c'est là qu'il fait la macabre découverte. Sa femme est couchée au pied des escaliers. Elle est inconsciente et elle est dans un bain de sang. OK? C'est pas juste un petit peu de sang, là. C'est dégueulasse. OK? Il y a du sang partout. Et c'est là qu'appelle le 911. J'ai envie de vous repasser l'appel. Écoutez ça encore. Durham 911, where's your emergency? 1810 Cedar Street, please. What's wrong? My wife's had an accident. She's still breathing. What kind of accident? Still downstairs. She's still breathing. Please come. Is she conscious? What? Is she conscious? No, she's not conscious. Okay. Please. How many stairs did you What? fall down? Huh? How many stairs? Stairs. How many stairs? Calm down, sir. Calm down. No, 15, 20, I don't know. Please, get somebody here right away. Please. Okay, somebody's dispatching the ambulance while I ask you questions. Il y en a beaucoup qui disent qu'il a vraiment l'air de mentir, comme des experts du mensonge. J'ai dit oui, cet homme-là, il ment à 100%. Moi, je trouve pas, je pense qu'il a l'air en détresse, honnêtement, mais tu sais, c'est vraiment subjectif, là. Toutes les photos de la scène de crime sont sur Internet. Je vous conseille de le regarder parce que c'est intéressant de voir la position. On voit vraiment Kathleen qui est morte, là. Fait que c'est troublant. Si t'es pas capable de voir des cadavres, regarde pas ça. Mais c'est intéressant de voir la position dans laquelle elle est couchée et tout le sang. Je vais vous montrer la scène de crime. Si tu veux pas voir de sang, ne regarde pas l'image, mais je vous la montre. Il y a énormément de sang. Michael, il parle au policier, il dit que sa femme a dû tomber dans les marches parce qu'elle avait consommé des Valium, donc des tranquillisants, et elle avait bu quand même beaucoup de vin, selon lui. Donc, elle a dû comme s'enfarger dans les marches, tomber, se péter la tête sur, je sais pas, le cadre de porte, et voilà, c'est l'accident. Michael l'a appelé vers 2h30 du matin, le 911. Vers 2h48, les policiers et les ambulanciers se sont rendus sur place. Elle a été quand même vite. On a fait une autopsie sur Kathleen et le rapport
d'autopsie a montré qu'en effet, Kathleen avait de l'alcool dans son sang, mais elle avait 0,07% d'alcool, ce qui est pas beaucoup. Là, à 0,08, tu peux conduire encore. Avec 0,07, c'est rien. Peut-être que le mix avec ses tranquillisants, c'est pas bon, mais bon, pas au point de tomber comme elle l'a fait. Ses blessures étaient très très sévères. On a vu qu'elle avait une fracture dans le cou. Elle avait beaucoup de coupures très profondes dans le derrière de la tête et sur le dessus de la tête. Et on a déterminé qu'elle était morte à cause de la quantité de sang perdu entre 90 minutes et 2 heures après s'être blessé. Tout de suite, Michael a été traité comme un suspect et c'était pas une scène d'accident, c'était une scène de crime. Quand on a interrogé Michael, lui, il dit qu'il pense que Kathleen la serait tombée 20 à 30 minutes avant que lui rentre à la maison. C'est vraiment une estimation. Mais, par exemple, juste avec le email qu'elle attendait sa collègue a envoyé le email vers, je sais pas, 11h. Et Kathleen l'aurait reçu à 11h30, mais on a vu qu'elle ne l'a jamais ouvert. Alors qu'elle est rentrée à 11h justement pour ouvrir le email. Fait que c'est bizarre qu'elle ait jamais ouvert le email à 11h30. T'sais, on le voit, là, qu'il n'a jamais été ouvert. Donc, on croit qu'elle serait morte à 11h et non à 2h45 au moment où Michael l'a découverte. De plus, à 2h48, quand les policiers, les enquêteurs sont arrivés sur la scène, ils ont découvert que le sang, il y avait des parties du sang qui étaient déjà sèches. Donc, ça venait pas juste d'arriver si le sang avait eu le temps de sécher. On parle de peut-être 1 heure ou 2. Là. À 5h du matin, Michael Peterson avait déjà contacté un avocat. On peut trouver ça bizarre, mais en même temps, on voyait que les policiers le prenaient comme un suspect. Je pense qu'il a eu peur. Il dit, ouais, là, ils sont en train de mettre des rubans jaunes comme une scène de crime. Ils traitent ça comme un meurtre et non une chute dans les escaliers. Donc, il a bien fait de contacter un avocat pour se défendre. Quelque chose de bizarre également, c'est que quand les policiers sont entrés, Michael portait des shorts. OK, il fait 12 à 15 degrés Celsius dehors en pleine nuit. C'est froid, là, pour être... En plus, il venait de passer 3 heures dehors en short. C'est assez froid. Et ben, tu te dis, il s'est changé, mais non. Tu rentres chez toi, tu vois ta femme morte dans un bain de sang. Et là, tu le vois, c'est sûr que tu n'as pas le temps de se changer. Donc ça, ces shorts-là, c'est bizarre. D'ailleurs, on va revenir aux shorts. C'est pas long que Michael Peterson est arrêté pour le meurtre de sa femme, Kathleen Peterson. Kathleen was my life. I whispered her name in my heart 1,000 times. She is there, but I can't stop crying. I would never have done anything to hurt her. I am innocent of these charges, and we will prove it in court. Il y a des bons avocats pour le défendre. Il a engagé les meilleurs. Ça lui coûte une fortune en frais d'avocat. Ce sont vraiment des requins. On a découvert des gouttes de sang à des endroits particuliers qui ne concordent pas vraiment avec la scène d'accident. On en a trouvé dans le couloir, sur la porte principale, en dessous du lavabo de la cuisine. Et il y a même du sang qu'on voit là, sur le mur qui a comme été essuyé, comme si quelqu'un avait essayé d'enlever le sang. Et il y a d'autres gouttes par-dessus l'essuyage. Donc ça, c'est très très bizarre. On trouve également des gouttes de sang à l'intérieur du short de Michael Peterson. Et là, moi j'étais là, ben là, c'est normal s'il se tache, mais non, c'est des gouttes comme qui ont... C'est comme, je sais pas comment ils appellent ça, il y a un nom pour ça, mais en tout cas, c'est des gouttes comme qui ont splashé, mais à l'intérieur du short. Le sang est déjà par terre, étalé. C'est pas normal qu'il y ait une goutte qui revole comme à l'intérieur. Okay? Ça aussi, c'est très suspect. En fouillant l'ordinateur de Michael Peterson, on remarque aussi qu'il y a un programme qui a été installé qui il sert à supprimer des photos. Et ce programme a été installé une journée avant la mort de Kathleen et on voit qu'il y a plus d'une centaine de photos qui ont été supprimées. C'est vraiment bizarre. Durant le procès, il y a beaucoup de choses qui allaient contre Michael Peterson qui sont sorties. On a découvert que Michael Peterson était en fait bisexuel, qui aimait voir de la pornographie homosexuelle. Et on a vu des emails échangés entre lui et un escorte. Et
Ils se sont jamais rencontrés et dans les emails, Michael Peterson il dit « J'ai un mariage très heureux, je suis vraiment bien avec ma femme, je veux juste comme vivre l'expérience de coucher avec un homme une fois dans ma vie. » Ça, il y en a beaucoup qui disent que ça n'aurait pas dû sortir en cours parce que les gens du jury dans les années 2000 en Caroline du Nord, c'est pas les plus ouverts d'esprit. Donc beaucoup pensent le fait de parler de la bisexualité de Michael Peterson a vraiment joué contre lui quand les membres du jury ont dû prendre une décision. Fait qu'on n'aurait même pas dû en parler parce que ça change rien. Mais je pense que la technique de parler de la bisexualité de Michael Peterson, c'était pour prouver que le mariage entre Kathleen Peterson et Michael n'était pas si heureux que ça. Michael Peterson lui dit que sa femme était au courant qu'il était bisexuel, mais ça, personne ne peut le savoir parce que même ses enfants ne savaient pas, la famille de Kathleen ne savait pas. Mais bon, ça c'est quelque chose d'important qui est sorti. Aussi, en analysant les blessures à la tête de Kathleen, on a déterminé que c'était pas du tout des blessures qui pouvaient être causées par une chute dans les escaliers, mais plutôt des blessures qui sont causées par un objet. Tandis que les avocats de Michael, eux, essayaient de démontrer que c'était très possible qu'elle se soit blessée dans les escaliers en tombant. Ils ont fait comme une reconstitution des événements. Regardez ça. On a essayé de démontrer que le motif de Michael Peterson pour avoir tué sa femme, c'était qu'elle avait une police d'assurance vie de plus de 1,5 million de dollars, ce qui est une énorme somme, qui serait toute revenue à Michael Peterson. Mais moi, personnellement, je pense pas que ça soit un motif parce que les deux vivaient déjà très bien. Je sais qu'il y avait des questions de dette et tout. Je sais que Michael Peterson dépensait énormément d'argent. Mais je pense pas que ça soit un motif pour tuer sa femme. Ça, c'est vraiment mon opinion personnelle. Il faut savoir aussi que durant le procès, il y avait un gros conflit d'intérêts. Parce que le prosécuteur était un homme que Michael Peterson avait extrêmement critiqué dans ses articles de journaux antérieurs. Là, ça faisait longtemps. Fait qu'il y avait un conflit d'intérêts parce que cet homme-là n'aimait pas du tout Michael Peterson. Donc lui, là, son but, c'était de l'enfermer en prison. Et là, on fouille un peu dans le passé de Michael Peterson et on découvre que la fameuse Elizabeth Radcliffe, son ancienne amie, qui était morte d'une façon tragique, en fait, elle était morte, elle aussi, en tombant dans les escaliers. C'est un drôle de hasard que deux femmes importantes dans la vie de Michael Peterson soient mortes dans une chute dans les escaliers. Ça l'a vraiment joué contre lui. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a décidé d'exhumer le corps de Elizabeth Radcliffe qui avait été enterrée au Texas. Donc, on est allé l'exhumer. Elle avait été embaumée. Donc, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça garde le corps presque intact. C'est une chance qu'elle ait été embaumée. On a fait un deuxième rapport d'autopsie parce que le premier avait dit, c'était en Allemagne, il avait dit qu'elle était tombée puis c'était un accident. Et là, la deuxième fois, on écrit dans le rapport d'autopsie « meurtre par homicide ». C'est pas un terme scientifique, ça. Meurtre par homicide, jamais personne n'a écrit ça dans les rapports d'autopsie. Fait que là, on pense que les gens qui ont fait l'autopsie de Elizabeth Radcliffe la deuxième fois étaient comme influencés par le procès qu'il y avait. Parce que c'est un procès extrêmement médiatisé un peu partout dans le monde. C'est comme le procès de O.J. Simpson. Là. Tout le monde en entendait parler. Tout le monde avait son opinion là-dessus. Fait que ça aussi, meurtre par homicide, c'est pas normal qu'on écrit ça dans un rapport d'autopsie. Fait qu'on a déterminé que Elizabeth Radcliffe, elle était pas morte par une chute accidentelle, mais elle était morte par homicide. Et on a découvert aussi que l'une des dernières personnes à avoir visité Elizabeth Radcliffe avant sa mort, c'était nul autre que Michael Peterson. Le 10 octobre 2003, après un procès extrêmement long, c'est dans les plus longs dans l'histoire de la Caroline du Nord, on a déterminé que Michael Peterson était coupable du meurtre de sa femme et on l'a condamné en prison à vie sans possibilité de libération. Is there anything you want to say before the court imposes judgment? I'd like to say,
Defendant is imprisoned in the North Carolina Department of Corrections for the remainder of his natural life without the benefit of parole. En 2007, Michael Peterson, qui est rendu assez vieux, bon, il a comme 67, 68, c'est pas si pire, mais il paraît beaucoup plus vieux qu'il l'est, là. Tu sais, à cet âge-là, être en prison, là, c'est pas l'idéal, hein. On a réussi à retourner en appel parce que l'un des experts médicaux à avoir témoigné comme pour aider les prosécuteurs, on a découvert qu'il avait menti sur son expérience médicale, ok? C'était pas un expert du tout. Il s'est fait renvoyer de son poste parce qu'il aurait menti sur 34 affaires judiciaires. Donc, il y a eu 34 affaires judiciaires qu'il faut refaire des procès parce que tout ce qu'il a dit, c'était des mensonges. Il a manipulé des preuves. Donc, ils ont eu comme la chance de pouvoir retourner en appel. En 2011, Michael Peterson est sorti de prison. Il est retourné chez lui pour attendre son nouveau procès. Il a un bracelet à la cheville et tout. Il est vraiment de retour chez lui, mais il attend quand même son nouveau procès pour le juger. Lui, il dit qu'il est non coupable de A à Z. Fait qu'être jugé comme étant coupable, c'est quelque chose qui lui pèse extrêmement. En 2017, donc il y a un an, rendu à 74 ans, Michael Peterson a accepté de faire un plaidoyer de culpabilité. Il appelle ça un Alford plea. Donc, il dit qu'il est coupable du meurtre de sa femme, même si lui dit qu'il l'est pas. Là. Il dit vraiment « Je suis pas coupable, mais je vais dire que je suis coupable juste pour qu'on me laisse tranquille. » Et comme il avait déjà fait son temps en prison, il est libre alors qu'il est. I'm going to put my life and my freedom in the hands of the Durham police, the district attorney. Look what they did the first time. There is no closure. This is not an end. Donc ça, c'est le documentaire de Staircase, c'est toute l'affaire de Staircase. Et il y a vraiment pas longtemps, il y a une nouvelle théorie qui est sortie. Ils en ont pas parlé dans le documentaire, mais c'est vraiment intéressant. C'est assez loufoque, mais bon, ça se peut que ça soit vrai. On pense que Kathleen Peterson aurait été attaquée par un hibou en marchant de la piscine jusqu'à sa maison. Donc, imaginez ça, il y a un hibou qui l'attaque, ok? Elle se fait attaquer, elle saigne, elle court jusqu'à sa maison. Elle entre dans sa maison, elle saigne la tête, elle glisse sur son sang, elle se refrappe la tête, elle tombe et elle meurt. Ça serait pas si fou parce que sur la scène de crime et dans les cheveux de Kathleen, on a retrouvé des particules de plumes de hibou. D'où venaient ces plumes? On sait pas. C'est infime, là. Mais on n'a jamais été capable de déterminer d'où venaient ces microscopiques plumes de hibou. Ça peut venir d'un oreiller. Moi, je pense à ça, mais je sais pas si c'est des plumes de hibou dans les oreillers. Je crois pas. Aussi, tu te dis, ouais, si elle avait été attaquée, pourquoi Michael, son mari, l'aurait pas entendu s'il était à la piscine dans la cour? C'est qu'avec le bruit de l'eau, parce qu'il y a comme une fontaine, avec le bruit de l'eau, c'est difficile d'entendre quoi que ce soit qui se passe près de la maison. En plus, les blessures à la tête de Kathleen concordent vraiment bien avec une patte de hibou qui a des grosses griffes. C'est assez possible. Regardez ça. Il faut savoir qu'en Caroline du Nord, il y a des attaques de hibou assez fréquentes, je savais pas, mais ils l'attaquent toujours de la même façon, soit à la tête, derrière la tête ou dans le visage. En 2017, l'avocat de Michael Peterson lui a fait une demande qu'on lui finance une recherche avec un expert d'oiseaux, que l'expert d'oiseaux puisse analyser les plumes dans les cheveux de Kathleen pour pouvoir déterminer si c'est vraiment une attaque de hibou. Parce que si c'est ça, là, ça veut dire que Michael Peterson est innocent alors que tout le monde pense qu'il est coupable. Là, ça serait vraiment incroyable. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là, qui est une histoire extrêmement connue aux États-Unis. Regardez la série de Staircase sur Netflix. Premièrement, elle était excellente. C'est fait par des Français, je crois. Vous allez voir, vous allez avoir une toute autre opinion. Et là, en regardant ma vidéo, je pense que c'est une autre opinion. Le documentaire est assez biaisé, mais c'est bien fait. C'est super intéressant. Tu suis le procès de A à Z. Tu vois
Michael et ses enfants grandir à travers les années. C'est super intéressant. Ça vous montre aussi comment ça fonctionne le système de justice aux États-Unis. Il y a tellement de détails que j'ai pas pu mentionner, c'est difficile de tout inclure dans une vidéo de 30-40 minutes. C'est une histoire assez folle que je vais pas tout dire. Je suis pas une experte non plus là-dedans. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Sinon, on se revoit mercredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes ou gardez l'œil ouvert pour les hiboux qui peuvent passer dans votre cour. Over and out.